Le pays le plus pêcheur de 2025. La vraie vie au Népal. Des faits incroyables sur le Népal. Un documentaire de voyage. Numéro 1. Le toit du monde. Le Népal, un pays d'Asie du Sud, s'étend sur environ 147 516 km², soit à peu près la taille de l'État de New York aux États-Unis. Pourtant, cette petite nation abrite 8 des 10 plus hauts sommets du monde, dont le légendaire mont Everest. Jusqu'à 75% de son territoire se compose de montagnes escarpées, où s'élèvent les majestueuses chaînes de l'Himalaya, des glaciers suspendus et des gorges profondes. Ensemble, ils forment une forteresse naturelle, presque imprenable, isolant le Népal du reste du monde. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, bien qu'il soit situé entre les deux plus grandes puissances démographiques et géopolitiques d'Asie, la Chine et l'Inde, le Népal n'a jamais été colonisé. Le climat du Népal est tout aussi stupéfiant. En quelques heures de voyage seulement, on peut passer de régions enneigées, dignes de l'Alaska, à des forêts tropicales rappelant le Costa Rica. La variation climatique selon l'altitude y est parmi les plus uniques au monde. Le matin, vous pourriez porter une veste d'hiver, puis troquer ce vêtement contre un simple t-shirt l'après-midi, car la température peut grimper de plus de 30 degrés Celsius. Le Népal compte à peine 30 millions d'habitants, mais regroupe plus de 125 groupes ethniques, chacun ayant ses propres coutumes, tenues et traditions culinaires. Cette diversité ne vient pas de l'immigration, mais s'est façonnée au fil des siècles à l'intérieur même du territoire népalais. Côté linguistique, plus de 120 langues différentes y sont parlées, le népali étant la langue officielle. Certaines communautés, comme les Limbu ou les Tamang, possèdent leur propre système d'écriture. De nombreux mots locaux sont onomatopéiques, imitant les sons de la nature, le murmure d'un ruisseau ou le chant des oiseaux dans la forêt, rendant les conversations particulièrement captivantes. La manière dont la religion s'exprime dans cette mosaïque culturelle est tout aussi singulière. Bien qu'environ 80% de la population soit hindoue et 10% bouddhiste, les frontières religieuses sont presque inexistantes dans la vie quotidienne. Hindous et bouddhistes visitent les mêmes lieux sacrés, célèbrent ensemble leurs fêtes et font des offrandes côte à côte. Dans certains temples, l'encens est offert aux divinités des deux religions lors d'une même cérémonie. Ici, la religion ne divise pas, elle unit. Une réalité rarissime à l'échelle mondiale. N'est-ce pas remarquable qu'un si petit pays, niché entre deux superpuissances, ait su préserver son indépendance, sa diversité et son harmonie? Si vous pensez que le Népal est véritablement un miracle vivant au cœur de l'Asie, commentez numéro 1 ci-dessous. Numéro 2. Le double triangle, le drapeau le plus unique du monde. Dans un monde où presque tous les drapeaux nationaux sont rectangulaires ou carrés, le Népal fait figure d'exception. Il possède le seul drapeau national non rectangulaire de la planète. 2 triangles superposés, semblables à des montagnes et chargés de symboles sacrés. Ce dessin n'a rien d'arbitraire. Il a été conçu avec une précision géométrique et une profonde signification religieuse et culturelle. Les 2 triangles représentent les majestueuses montagnes de l'Himalaya, la plus haute chaîne du monde, et la colonne vertébrale géographique du Népal. Ils symbolisent également les 2 grandes religions du pays, l'hindouisme et le bouddhisme, des croyances qui coexistent harmonieusement dans la vie népalaise depuis des siècles. Chaque couleur porte un sens profond. Le rouge cramoisi incarne le courage et évoque le rhododendron, fleur nationale du Népal, qui fleurit sur ses pentes chaque printemps. La bordure bleue symbolise la paix et l'harmonie, des idéaux chers au peuple népalais, malgré la grande diversité culturelle et religieuse du pays. Le drapeau du Népal n'est pas seulement un emblème national, c'est un miroir de son identité. La force des montagnes himalayennes, la vitalité du rhododendron et le ciel bleu paisible de l'unité et de la paix. Numéro 3. GMT plus 5h45. Le Népal, décalé du reste du monde. Alors que la plupart des pays utilisent des fuseaux horaires standards comme GMT plus 5, plus 6 ou plus 7, le Népal se distingue avec son heure officielle, GMT plus 5h45. Cela signifie que les horloges népalaises avancent exactement de 15 minutes sur l'heure indienne, restant ainsi légèrement décalées par rapport aux standards internationaux. Mais cette singularité ne s'arrête pas là. Dans les régions montagneuses isolées, où les horloges électroniques sont rares, le temps se mesure au soleil. Les habitants déterminent l'heure de cuisiner, de conduire le bétail ou d'envoyer les enfants à l'école selon la position du soleil, et non selon une montre. Chaque village peut suivre son propre horaire.
Un événement prévu à 9 heures du matin ici pourrait avoir lieu à 8h30 ou 10 heures ailleurs, selon la manière dont on définit le lever du soleil, façonné par le relief local et les traditions communautaires. Dans les zones frontalières du Nord, proches de la Chine, beaucoup utilisent l'heure de Pékin, soit presque 2 heures d'avance sur celle du Népal. Dans le Sud, à la frontière de l'Inde, on suit souvent l'heure indienne pour faciliter le commerce et les échanges. Ce mélange de repères temporels déconcerte souvent les visiteurs. Les touristes qui programment des rendez-vous ne savent jamais s'ils arriveront en avance ou en retard. Dans certains dispensaires ruraux, même les calendriers de vaccination sont établis selon l'heure du village, annoncée par les chefs locaux plutôt que fixée selon l'heure officielle. Même les Népalais eux-mêmes vérifient parfois 2 fois pour s'assurer d'être synchronisés. Pour les voyageurs, c'est un véritable choc culturel. Vous pouvez arriver à l'heure selon votre montre tout en étant considéré hors du temps localement. Et vous, pourriez-vous vivre dans un endroit où le temps suit le soleil plutôt que l'horloge? Si ce rythme décalé du Népal vous intrigue, commentez numéro 3 ci-dessous. Numéro 4. Les femmes népalaises. Fortes dans les hautes montagnes, vivant avec leurs contradictions. Les femmes népalaises ne brillent peut-être pas du glamour des stars d'Hollywood, ni de l'aura glacée souvent associée à la beauté tibétaine. Pourtant, elles incarnent un charme unique, mêlant la force himalayenne à la chaleur de l'Asie du Sud. Une peau couleur miel dorée par le soleil, des pommettes hautes, un regard profond et un sourire empreint de douceur. Dans les hautes terres baignées de lumière, on aperçoit souvent de jeunes femmes vêtues de costumes traditionnels, portant sur leur dos des paniers remplis de bois de chauffage, rayonnant sous le soleil des montagnes. Cette image laisse une empreinte durable dans le cœur de quiconque a la chance de la contempler. Dans une société encore ancrée dans la tradition, les femmes népalaises redéfinissent peu à peu leur rôle. Selon ONU Femmes, plus de 29% des sièges parlementaires sont aujourd'hui occupés par des femmes. Un record pour l'Asie du Sud. Dans la politique, les affaires et l'éducation, elles continuent d'avancer, avec une détermination aussi solide que les montagnes qui les entourent. Sur le plan sentimental, les femmes népalaises sont à la fois douces et fortes, loyales mais résilientes. Lorsqu'elles tombent amoureuses, elles offrent une confiance profonde et attendent une sincérité totale en retour. Leur amour peut naître lentement, mais une fois engagé, leur dévotion devient inébranlable. Un nombre croissant de jeunes Népalaises, surtout dans les villes, épousent des partenaires étrangers. Selon l'enquête sur les conditions de vie au Népal, ces mariages ont triplé au cours de la dernière décennie. L'essor de Facebook, Instagram et des applications de rencontres internationales a ouvert de nouveaux chemins vers la connexion interculturelle. Les femmes népalaises modernes n'hésitent plus à dialoguer avec le monde. Elles recherchent des partenaires capables de comprendre leurs traditions, tout en respectant leur liberté et leur indépendance. Si vous souhaitez découvrir les secrets pour conquérir le cœur d'une femme népalaise, à la fois belle et accomplie, écrivez 4 en commentaire ci-dessous et nous vous en révélerons davantage dans le prochain épisode. Numéro 5. Les hommes aux multiples épouses, les femmes aux multiples maris. Dans les hautes terres reculées comme celle de Humla, l'idée de la monogamie, un seul mari, une seule épouse, n'est pas une règle absolue. Ici, hommes et femmes peuvent avoir plusieurs conjoints, souvent non par amour, mais pour des raisons pratiques. La gestion des terres ou la stabilité des biens familiaux. Dans ces conditions exigeantes, davantage d'adultes sous un même toit signifie moins de risques économiques et plus de productivité, une stratégie de survie réaliste. Dans certaines zones, les femmes peuvent se marier jusqu'à 3 fois, chaque union ayant sa raison d'être. Les mariages arrangés, basés sur l'économie et la lignée, plutôt que sur l'amour, restent d'ailleurs fréquents. Lorsqu'un mari meurt, sa veuve peut épouser le frère du défunt afin de maintenir la maison et de protéger les biens familiaux contre les étrangers. Même les coutumes de mariage ici sont singulières. Les offrandes ne se mesurent pas en or ni en bijoux, mais en céréales, bétail ou travail. Dans certains villages, un jeune homme peut gagner la main d'une femme en labourant les champs de sa famille pendant 3 saisons. Tout est flexible, pourvu que cela assure un bénéfice mutuel entre les familles. Cette coutume, bien que surprenante pour les étrangers, reflète la résilience et le pragmatisme de la vie en montagne, fondée non sur le luxe ou la passion, mais sur la coopération et la survie face aux extrêmes de la nature. Numéro 6. La Kumari, la véritable déesse vivante du Népal.
Au cœur du Katmandou moderne, une tradition mystérieuse perdure, une coutume qui continue d'étonner le monde. À chaque génération, une Kumari est choisie. Une véritable déesse vivante, de chair et de sang. C'est une fillette de moins de 10 ans, soigneusement sélectionnée à travers des rituels sacrés pour devenir l'incarnation de la déesse Taleju, vénérée à la fois dans l'hindouisme et le bouddhisme. Une fois élue, la Kumari vit recluse dans un ancien palais appelé le Kumari Gar. Elle ne va pas à l'école, ne joue pas avec d'autres enfants, et surtout, ses pieds nus ne doivent jamais toucher le sol, considérés comme impurs. Si ses pieds touchaient la terre, on croirait qu'elle perd sa divinité. Tout au long de l'année, elle n'apparaît en public que lors des grandes fêtes religieuses, portée sur un palanquin doré, tandis que des milliers de fidèles s'inclinent avec ferveur devant elle. Mais la divinité de la Kumari est fragile. Elle peut être remplacée dès qu'elle saigne, car une seule goutte de sang symbolise la perte de son essence divine. Une simple égratignure ou une dent tombée suffit à mettre fin à son règne. Lorsqu'elle redevient mortelle, une nouvelle Kumari est choisie selon le même rituel ancestral. Et pourtant, une coutume fascinante demeure. Beaucoup d'hommes népalais hésitent à épouser une ancienne Kumari. Ayant été adorées comme des déesses, ces femmes inspirent encore un profond respect, comme si elles appartenaient toujours à un monde sacré, au-delà du nôtre. Numéro 7. Les enfants Tulkus. Les plus jeunes, Bouddhas vivants. Au Népal, il n'est pas rare que des enfants âgés de seulement 3 ans soient envoyés dans des monastères. Pour de nombreuses familles des Hautes-Vallées, offrir un fils à la voie monastique est un acte de foi, garant de discipline et de mérite pour toute la famille. Entre 3 et 5 ans, ces garçons troquent la maternelle contre la sérénité des monastères, où les cloches et l'encens remplacent les cris et les rires des cours d'école. Encore plus étonnant, certains de ces enfants sont considérés comme les réincarnations de maîtres spirituels passés, appelés tulkus dans le bouddhisme tibétain. Lorsqu'un grand lama meurt, les moines partent à la recherche d'un enfant porteur de signes spirituels particuliers. Si ces signes sont confirmés, l'enfant est reconnu et honoré comme la réincarnation vivante du maître disparu. Bien qu'il sache à peine lire, ce jeune Bouddha vivant commence alors un apprentissage rigoureux. Doctrine, méditation, rituel, comme si sa vie précédente se poursuivait simplement. Malgré leur très jeune âge, ces enfants éveillent une profonde vénération. Lorsqu'un tulku traverse un village, les habitants s'inclinent et joignent les mains en signe de respect, le saluant comme un bodhisattva. Le spectacle est à la fois bouleversant et attendrissant. Un Bouddha vivant, tenant encore une sucette, les yeux pleins d'émerveillement, recevant pourtant les hommages avec le calme d'un maître déjà éveillé. Numéro 8. Les Sherpas, les véritables surhommes de l'Himalaya. Tandis que les touristes peinent à respirer, s'aidant de bouteilles d'oxygène et avançant à pas hésitants sur la neige, les Sherpas gravissent l'Everest avec une précision tranquille, portant plus de 100 kilos d'équipement sur leur dos. Pour eux, atteindre 8000 mètres n'est pas un exploit, mais un travail quotidien. Les Sherpas vivent à plus de 3000 mètres d'altitude. Dans la région du Solukhumbu, où l'air se fait rare, les températures plongent bien en dessous de zéro et les vents glacés ne cessent jamais. Génération après génération, leurs corps se sont adaptés à ces conditions extrêmes. Rythme cardiaque plus lent, poumons plus efficaces, capables d'absorber l'oxygène même dans l'air le plus mince. La science parle de mutation génétique, mais pour le reste du monde, ce sont les super-hommes de l'Himalaya. Dans chaque expédition vers l'Everest, les Sherpas en sont le cœur et la colonne vertébrale. Ils ne sont pas seulement guides, ils portent les tentes, l'oxygène, la nourriture et l'espoir. La survie de chaque alpiniste repose entre leurs mains. Sans eux, bien des rêves de fouler le sommet du monde se seraient perdus à mi-chemin, engloutis dans les nuages éternels de l'Himalaya. Numéro 9. La piste d'atterrissage la plus dangereuse du monde. Si vous prévoyez de partir en trek vers le camp de base de l'Everest, votre aventure commencera et sera mise à l'épreuve à l'aéroport Tenzing Hillary de Lukla. Perché à près de 2850 mètres d'altitude, au milieu des sommets enneigés, il est connu comme le plus dangereux aéroport du monde. Sa piste mesure à peine 527 mètres, soit à peine un dixième de la longueur d'une piste internationale standard, et s'incline selon une pente de 12%. Les pilotes doivent synchroniser leur atterrissage à la seconde près. La moindre erreur ne laisse aucune possibilité de correction. En raison du relief montagneux, les avions ne peuvent pas survoler Lukla à haute altitude. Ils doivent serpenter entre les falaises, virant brusquement comme des oiseaux évitant les parois de pierre.
Par les hublots, les passagers voient la glace briller sur les sommets et sentent l'appareil frémir, comme s'il grimpait une pente invisible dans un air trop mince. Voler ici exige un courage exceptionnel. L'UCLA n'a ni pilote automatique ni radar. Tout repose sur l'instinct, les réflexes et le sang-froid du commandant. Chaque vol devient un acte de survie aérienne, où le ciel clair peut se changer en brouillard épais en quelques secondes. C'est pourquoi les habitants appellent l'UCLA la piste des pilotes d'acier. Et pour les voyageurs, chaque décollage ou atterrissage est un instant suspendu. Un moment où la prière semble aussi essentielle que la ceinture de sécurité. Numéro 10, Katmandou, un musée vivant et habité où l'histoire respire. Blottie au cœur des majestueux Himalayas, la capitale Katmandou n'est pas seulement le centre culturel du Népal, elle mérite pleinement son surnom de musée vivant et habité. La vallée de Katmandou, qui s'étend sur moins de 30 km, abrite 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et plus de 130 temples anciens, stupas bouddhistes et palais, tous harmonieusement mêlés aux marchés, cafés et écopes de coiffeurs de rue. Ce qui rend Katmandou extraordinaire, c'est que ses habitants continuent d'y vivre, d'y commercer, d'y cuisiner et d'y célébrer la vie au sein même de ces édifices vieux de plusieurs siècles. Vous pourriez voir une famille préparer son repas dans une maison en bois sculptée du XVIIe siècle ou assister à un mariage traditionnel sous le toit d'un temple tricentenaire. Ici, le passé et le présent coexistent. Non pas derrière des cordons de velours, mais à ciel ouvert, mêlés au rire, à la fumée des cuisines et aux conversations du quotidien. À Katmandou, la frontière entre le sacré et l'ordinaire s'efface presque. De petits hôtels surgissent sur les toits des habitations où l'on peut faire brûler de l'encens à l'aube, puis y faire sécher des couvertures l'après-midi sur le même espace. C'est une expression typiquement népalaise d'une foi pragmatique, où le sacré s'accorde naturellement avec la vie quotidienne. Aimeriez-vous vivre dans un endroit où l'histoire et la vie de tous les jours s'unissent avec autant d'harmonie? Si oui, commentez d'ici-dessous. Numéro 11. Les vaches sacrées. Tuer l'une d'elles au Népal peut vous conduire en prison. Dans de nombreux pays, les vaches ne sont qu'une source de nourriture. Mais au Népal, ce sont des animaux sacrés, protégés par la loi comme des citoyennes à part entière. Dans la culture hindoue, la vache incarne la déesse Lakshmi, symbole de richesse, de chance et de prospérité. Pour cette raison, abattre une vache, sous quelque forme que ce soit, est illégal. Les contrevenants risquent jusqu'à 12 années d'emprisonnement. Cette vénération dépasse la simple croyance religieuse. Elle est inscrite dans la loi, élevant le respect de la vache au rang de norme morale nationale. Le Népal célèbre même des festivals dédiés aux vaches, comme le Gai Jatra. Pendant cette fête, leurs visages sont peints de poudre rouge et jaune, ornés de guirlandes, puis les animaux défilent dans les rues tels des dieux vivants. Les familles leur offrent des fruits et des friandises, les bénissant comme des invités d'honneur. Dans le culte des ancêtres, les vaches sont perçues comme des guides spirituels menant les âmes défuntes vers l'au-delà. En prendre soin, c'est aussi honorer ses parents disparus. C'est intéressant. Bien que les Népalais ne consomment pas de bœuf, ils mangent de la viande de buffle, considérée comme un substitut pratique qui respecte la foi tout en répondant aux besoins quotidiens. Cet équilibre unique entre dévotion et pragmatisme reflète l'harmonie du Népal, une terre où la foi et la vie coulent ensemble, indissociables. Numéro 12. Pique-niquer près du bûcher. La vision unique du Népal sur la mort. Dans la plupart des pays, la mort est cachée. Les funérailles sont des cérémonies privées, empreintes de chagrin, tenues à l'abri des regards. Mais au Népal, surtout à Katmandou, la crémation n'est pas considérée comme un tabou. C'est un acte sacré, accompli ouvertement sur les rives de la rivière Bagmati, en présence des familles comme des curieux. Après la crémation, les cendres sont versées dans la rivière, symbole de la libération du cycle des renaissances et du commencement d'une nouvelle existence. Pour les hindous, la Bagmati est la sœur jumelle du Gange. Être incinéré sur ses rives accorde, dit-on, le salut immédiat, libérant l'âme de la souffrance et de la réincarnation. Beaucoup de personnes âgées choisissent de passer leurs dernières années au bord de cette rivière, préparant paisiblement leur retour ultime à la nature. Pour elles, la mort n'est pas une fin, mais un retour, une vérité acceptée avec sérénité. Ce qui surprend souvent les visiteurs, c'est le contraste qui entoure ces rituels. À quelques pas des bûchers funéraires, les habitants se promènent, discutent, grignotent ou prennent des photos, apparemment détendus, au milieu de ce que les étrangers perçoivent comme solennel. Mais pour les Népalais,
ce n'est pas un manque de respect. C'est de l'acceptation. La mort et la vie coexistent en harmonie. L'une ne nie pas l'autre. Vivre près de la mort ne signifie pas la craindre, mais la comprendre comme la continuité naturelle du rythme de la vie. Cette vision fait du Népal l'un des rares endroits sur Terre où les vivants et les morts partagent le même espace, dans une atmosphère de paix, de respect et de profonde sérénité. Un pays où même la mortalité semble vibrer de vie. Numéro 13, les grottes célestes du Mustang, un mystère non résolu de cités fantômes suspendues. Dans la région isolée du Mustang, au nord du Népal, près de la frontière tibétaine, se cache l'une des merveilles les plus envoûtantes de l'Himalaya. Des milliers de grottes creusées dans des falaises abruptes. Plus de 10 000 grottes, certaines perchées à plus de 50 mètres au-dessus du sol, percent la roche désolée. Vue de loin, toute la falaise ressemble à un immense nid d'abeilles de pierre suspendu dans l'air des montagnes. Les habitants l'appellent la cité fantôme du ciel. Le mystère demeure. Qui les a creusées? Avec quels outils? Et à quelle époque? Dans une terre sans machine avancée, créer de telles cavernes à de telles hauteurs reste une énigme qui continue d'intriguer les archéologues. À l'intérieur, les chercheurs ont découvert des momies, des ossements humains, des fresques bouddhistes, de la poterie, des foyers et des traces d'habitation, révélant qu'une communauté recluse de pratiquants y a autrefois vécu. Étrangement, aucun récit ni aucune légende ne mentionne leur existence, comme si une civilisation entière avait été effacée de l'histoire. Certains pensent que les grottes servaient de retraite monastique pour les lamas tibétains. D'autres croient qu'il s'agissait de sites funéraires perchés destinés à rapprocher les âmes du ciel. Une autre théorie suggère qu'elles furent des refuges construits pendant des guerres. Aujourd'hui encore, les grottes célestes du Mustang demeurent l'un des plus grands mystères archéologiques d'Asie. Une cité fantôme taillée dans la pierre, silencieuse sous le vent himalayen, attendant toujours que son histoire soit révélée. Numéro 14. Les périlleux téléphériques du Népal, transporter des cercueils au-dessus des abîmes. Dans certaines régions montagneuses les plus dangereuses du Népal, là où les routes sont quasi inexistantes et où les vallées plongent sur des centaines de mètres, les habitants ne marchent pas d'un village à l'autre, ils volent. Mais ne vous imaginez pas des télécabines modernes, ni des poulies motorisées. Ce sont de simples paniers de fer et des poulies actionnées à la main, suspendus à des câbles d'acier tendus au-dessus de gouffres brumeux et de falaises glacées. Les habitants les appellent les bus du ciel. Aucun billet n'est requis, seulement du courage et de la force. Ces câbles transportent tout. Des personnes, du bétail, des poules, des sacs de riz, du bois et même des cercueils. Chaque traversée est une épreuve de nerfs. Un seul maillon mal fixé ou une poulie de travers et tout pourrait basculer dans le ravin. Pour les habitants, c'est le quotidien. Pour les voyageurs, cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Encore plus étonnant, de nombreux villages isolés utilisent des câbles manuels, une sorte de tyrolienne artisanale. Les passagers s'y agrippent à main nue, glissant d'une vallée à l'autre sans harnais ni filet, ne comptant que sur leur expérience et leur adresse. Ces systèmes fragiles existent depuis des décennies, servant de seul lien entre les villages de haute montagne et le monde extérieur. Un acte quotidien de survie et de bravoure, suspendu entre la terre et le ciel. Numéro 15. Les coutumes uniques de dénomination au Népal. Une histoire dans chaque prénom. Dans les régions montagneuses reculées du Népal, on rencontre parfois des personnes sans nom de famille, sans acte de naissance, dont le prénom seul raconte une histoire. Contrairement à une grande partie du monde où les noms sont liés à des documents, beaucoup de prénoms népalais naissent d'un événement au moment de la naissance, marquant un instant significatif de la vie. Par exemple, un bébé né pendant une tempête pourrait s'appeler Barsha, ce qui signifie pluie. Un autre, né durant un glissement de terrain, pourrait être nommé Pahiro, qui veut dire éboulement. Certains prénoms ressemblent presque à des notes de journal, comme « n'a pas atteint la clinique à temps ». Oui, c'est un véritable prénom népalais. Dans de nombreux villages, les gens ne dépendent pas des papiers officiels. Ils peuvent vivre toute leur vie avec des surnoms simples, des mots donnés par leurs voisins, comme feu, lampe ou panier à porter. Ce n'est que lorsqu'ils ont besoin de documents qu'ils inventent un nom officiel. Mais entre proches, leur surnom reste. Fait intéressant, beaucoup de prénoms reflètent aussi l'humeur des parents au moment de la naissance. S'ils étaient joyeux, l'enfant pourrait s'appeler Espoir ou Lumière. Mais s'ils étaient fatigués ou surpris, le prénom pourrait devenir ennui, accident ou même
On verra bien. Cela peut sembler amusant, mais pour la plupart des Népalais, un nom n'a pas besoin d'être poétique ou élégant, il doit être vrai. Chaque prénom contient une parcelle de vérité sur la vie, un reflet sincère de la joie, de la difficulté ou de la surprise vécue. Et vous, si vous étiez né au Népal, comment vous appelleriez-vous? Joie, bonheur ou surprise? Commentez ci-dessous le prénom que vous choisiriez si le début de votre vie devenait votre histoire. Numéro 16. Le métier népalais qui défie la mort, les chasseurs de miel. Au Népal, il existe une profession si périlleuse qu'elle coupe le souffle. Récolter d'immenses rayons de miel sauvage accrochés à des falaises hautes de plusieurs centaines de mètres. Ce n'est pas un sport extrême, mais le mode de vie ancestral du peuple Gurung, une ethnie des régions himalayennes. Ils appellent le miel l'or liquide du paradis. Pourtant, pour l'obtenir, ils doivent échanger leur courage, leur savoir-faire et parfois leur sang. Ces gigantesques ruches s'accrochent à des parois verticales de plus de 100 mètres, là où il n'y a ni sentier, ni véritable appui. Les chasseurs Gurung ne portent aucun équipement moderne, ni filet, ni casque. Ils s'attachent simplement une corde autour de la taille et descendent sur des échelles tressées à la main, gardant l'équilibre d'une main, tandis que l'autre utilise la fumée pour chasser les abeilles et un long couteau pour découper les rayons. Chaque saison de récolte se déroule comme un véritable film d'action, à la fois fascinant et brutal. Les abeilles géantes de l'Himalaya sont férocement territoriales. Elles attaquent en essaim d'aiguillons venimeux, et il n'est pas rare que les chasseurs reçoivent des centaines de piqûres. Les falaises sont glissantes, impitoyables. Un seul faux pas peut être fatal. Pourtant, les Gurung persévèrent, génération après génération, car cette tradition dangereuse fait vivre leur communauté. Chaque récolte réussie est une victoire sur la nature elle-même. Le miel qu'ils collectent est tout aussi extraordinaire. Produit par des abeilles qui se nourrissent de fleurs de rhododendron blanc, il contient une neurotoxine naturelle qui, à faible dose, détend le corps, mais en excès, provoque de légères hallucinations. Les habitants l'appellent le miel fou, très recherché en médecine traditionnelle pour soulager la douleur, apaiser les nerfs et restaurer la vitalité. Sur le marché international, un litre de ce miel peut atteindre plusieurs centaines de dollars américains. Et pourtant, malgré sa valeur, peu osent le récolter. Seuls les chasseurs de miel Gurung, héritiers intrépides de l'une des traditions les plus dangereuses du monde. Numéro 17. Les festivals uniques du Népal. Quand chiens, corbeaux et vaches deviennent des divinités. Si vous pensez que seuls les humains sont vénérés, laissez-vous surprendre par Tihar, un festival népalais où chiens, corbeaux et vaches sont honorés comme des dieux. Pendant 5 jours, les habitants peignent le front des chiens, leur passent des guirlandes autour du cou, nourrissent les corbeaux et offrent des présents aux vaches, les traitant comme des gardiens vivants. Les chiens occupent une place sacrée pour leur loyauté et leur rôle de guide des âmes vers l'au-delà. Le jour qui leur est dédié, ils sont nourris, bénis et célébrés comme des compagnons sacrés. Tout aussi joyeux est Holi, le festival des couleurs, lorsque les rues se remplissent de rires et de nuages de poudre colorée. On commence la journée vêtue de blanc et on la termine tel un arc-en-ciel ambulant, alors que des inconnus deviennent amis dans un éclat de musique, de danse et de joie. Holi n'est pas qu'une fête, c'est un symbole de pardon, d'unité et de bonheur partagé. Ajoutant encore à la magie du Népal, le festival de montgolfière de Pokhara illumine le ciel. Plus de 25 ballons flottent au-dessus du lac, avec pour toile de fond les montagnes de l'Himalaya. Ce festival promeut le tourisme tout en offrant une expérience unique. Celle de contempler la beauté romantique du Népal vue du ciel, glissant paisiblement au-dessus de paysages de rêve. Alors, lequel choisiriez-vous? Lancer des couleurs, vénérer des chiens ou vous envoler dans le ciel? Partagez votre réponse dans les commentaires. Numéro 18. Les destinations népalaises entrées dans le monde des mythes et des légendes. Au-delà de l'Himalaya et du mont Everest, le Népal est une terre où mythes et légendes se confondent avec la réalité. Un paradis pour les passionnés d'exploration, de culture et de spiritualité. Parmi ces innombrables merveilles, 3 lieux se distinguent. Pokhara, souvent appelée la ville la plus romantique du Népal, se situe à environ 200 km de Katmandou. Elle est célèbre pour le lac Fewa, dont les eaux calmes reflètent la chaîne enneigée des Annapurna, offrant l'un des panoramas les plus paisibles de la planète. Pokhara est aussi le centre de l'aventure népalaise, combinant parapente, kayak, alpinisme et trekking. Avec sa beauté tranquille et son climat doux, beaucoup la surnomment la Suisse de l'Asie, bien qu'elle garde une aura de mystère qui lui est propre.
Vient ensuite Janakpur, une ville riche de mythologie hindoue. Considérée comme le lieu de naissance de la déesse Sita, épouse du dieu Rama dans le Ramayana, elle abrite le magnifique temple Janaki Mandir, qui attire chaque année des milliers de pèlerins hindous venus d'Inde. Distincte du reste du pays, Janakpur reflète les influences culturelles indiennes, comme une touche de Bollywood au cœur de l'Himalaya. Enfin, Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha, Siddhartha Gautama, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son jardin Maya Devi, le pilier d'Ashoka, et les monastères internationaux construits par la Thaïlande, le Japon et le Myanmar forment un havre de paix pour la méditation. Pour des millions de bouddhistes, Lumbini demeure l'un des plus grands lieux de pèlerinage spirituel du monde, où la foi, l'histoire et la paix se rejoignent dans une harmonie intemporelle. Numéro 19. La cuisine népalaise, simple mais pleine de caractère. La cuisine népalaise est un savant mélange, la richesse épicée de l'Inde fusionnée avec la simplicité et la finesse du Tibet. Sans être extravagante, chaque assiette reflète une culture profonde et une identité nationale bien distincte. Le plat le plus emblématique est sans conteste le dal bhat, le plat national du Népal. Il réunit le bhat, riz blanc cuit à la vapeur, et le dal, soupe de lentilles, accompagné de légumes sautés, de pickles, de curry et parfois de viande ou de poisson. Des villes animées jusqu'aux villages perchés dans les montagnes, le dal bhat est partout. Beaucoup de Népalais en mangent 2 fois par jour, chaque jour de la semaine, inspirant la célèbre expression « Dal Bhat Power » 24 heures. Vient ensuite le momo, la version himalayenne du ravioli, adoré comme encas national. Originaire du Tibet, le momo se compose d'une fine pâte garnie de viande hachée, de gingembre, d'ail et d'oignons, avant d'être cuite à la vapeur ou dorée à la poêle, puis servie avec une sauce piquante à la tomate. Pour les voyageurs, le momo, c'est un peu le dim sum de l'Himalaya. Une fois qu'on y goûte, impossible de s'arrêter. Quand le froid s'installe, le thukpa, une soupe de nuit fumante, devient le plat réconfortant par excellence. Son bouillon riche, mijoté avec de la viande et des légumes, réchauffe le corps et l'esprit, surtout dans les hautes montagnes. Et pour ceux qui aiment les saveurs plus fortes, 2 boissons locales méritent d'être découvertes. Le chong et le roxy. Le chong est une boisson douce fermentée à base de riz, servie chaude ou froide, tandis que le roxy est un alcool de riz clair, souvent partagé lors des mariages, des festivals ou des soirées autour du feu. Simple mais pleine d'âme, la cuisine népalaise, c'est bien plus qu'un repas. C'est un reflet de la communauté, de la persévérance et de la chaleur humaine qui relie les peuples à travers vallées, montagnes et générations. Numéro 20. Des coûts de voyage étonnamment abordables. Le Népal fait partie de ces rares destinations où l'on peut manger, dormir et explorer au pied de l'Himalaya pour moins cher qu'un simple repas de fast-food en Occident. Un repas traditionnel de dal bhat, riz, soupe de lentilles et légumes, ne coûte qu'environ $1 américain, souvent avec des portions à volonté jusqu'à satiété. Pour varier les plaisirs, vous pouvez savourer des momos au petit déjeuner, du riz aux légumes au déjeuner et du thukpa au dîner, le tout pour moins de $3 américains par jour. Manger au Népal, c'est un peu comme profiter d'un buffet à volonté à petit prix, copieux et délicieux. Les hébergements sont tout aussi abordables. Le long des sentiers trek comme Annapurna ou Langtang, les auberges familiales coûtent à peine 8 à $10 américains par nuit, souvent avec une vue imprenable sur les sommets enneigés juste devant la fenêtre. Certaines offrent même l'hébergement gratuit si vous prenez vos repas sur place. Le fameux système « dormir gratuitement, payer pour la nourriture », adoré des routards. Les transports sont eux aussi économiques. Les bus locaux coûtent entre 20 et 50 centimes de dollars américains par trajet et les taxis de ville environ 2 à 4 dollars américains. Avec 25 à 30 dollars américains, il est possible de louer une voiture privée pour une journée entière autour de la vallée de Katmandou, afin de visiter temples anciens et villages d'artisans. Même le shopping réserve de belles surprises. Une écharpe en laine de yak coûte à peine 2 à 3 dollars américains, et une veste chaude de style Sherpa peut se trouver à moins de 10 dollars américains. De véritables trésors à prix doux. En tout, avec 300 à 400 dollars américains, vous pouvez voyager 2 semaines à travers tout le Népal, une expérience inoubliable à un prix tout simplement exceptionnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le visa et les étapes pour commencer votre aventure au Népal, écrivez « oui » en commentaire. Nous vous guiderons pas à pas dans cette aventure extraordinaire. Et voilà, nous arrivons à la fin de ces 20 faits fascinants sur le Népal.
Nous espérons que cette découverte vous aura offert une nouvelle perspective, à la fois émerveillée et profonde, sur ce pays à couper le souffle. Les informations fournies le sont à titre indicatif. N'oubliez pas de faire vos propres recherches avant de préparer votre voyage. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.